Chers auditeurs, chères auditrices, installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Laissez-vous bercer par le murmure de l'histoire. Une histoire à la fois humble et grandiose, nichée au cœur des montagnes d'Italie. Ce soir, nous partons à la découverte d'un trésor insoupçonné. Saint-Marin, la plus ancienne république du monde. Une république dont le nom évoque le calme et la sérénité, loin du tumulte des grands empires et des batailles tonitruantes. Imaginez une petite enclave, un minuscule État souverain perché sur les flancs du mont Titano, un îlot de paix au milieu d'une mer d'événements tumultueux. Saint-Marin n'est pas né d'une révolution sanglante, ni de la conquête d'un empire. Ses origines sont tissées de légendes et de foi. Un récit qui commence il y a plus de 1700 ans avec un simple tailleur de pierre, un homme d'une bonté extraordinaire. Son nom était Marin. Marin de Rabe, une île de l'Adriatique, fuyant la persécution de l'empereur Dioclétien. La légende nous raconte qu'après avoir travaillé sur les fortifications de Rimini, Marin se retire sur le mont Titano pour vivre en ermite. Sa vie de piété et de labeur attire des disciples. Une communauté se forme. Sur son lit de mort, il leur offre sa seule richesse, la liberté. Relinquo vos liberos abutroc homine. Je vous laisse libre des deux hommes, c'est-à-dire l'empereur et le pape. Une phrase simple, mais lourde de sens, qui devient la pierre angulaire d'une république qui résiste encore aujourd'hui. En écoutant ce récit, vous vous demandez peut-être comment un si petit État a pu survivre pendant si longtemps. Comment un lieu si discret a-t-il pu échapper aux griffes des empires romains, byzantins, carolingiens et plus tard des puissances italiennes et françaises? C'est une histoire de sagesse, de diplomatie, mais aussi de chance et d'une détermination farouche à conserver sa liberté. C'est l'histoire d'un peuple qui a su choisir l'humilité plutôt que l'ambition, la paix plutôt que la guerre. Ce soir, nous allons voyager à travers les siècles. Nous allons nous promener dans les rues pavées de la cité de Saint-Marin, sentir l'air frais des montagnes, entendre le son lointain des cloches. Nous allons explorer les origines de cette république, ses premiers siècles de survie, ses luttes pour la reconnaissance et sa diplomatie habile face à des voisins puissants. Nous découvrirons comment, au fil des âges, les Samarinais ont élaboré une politique unique, une démocratie ancienne qui n'a jamais été interrompue. Alors que le monde changeait autour d'elle, Saint-Marin a gardé une constance remarquable, fidèle à l'héritage de son fondateur. Nous verrons comment elle a traversé le Moyen-Âge, la Renaissance, et les bouleversements de l'ère moderne, tout en préservant son indépendance. Nous explorerons les trésors culturels de cette république, son architecture médiévale, ses châteaux, ses musées, qui racontent, chacun à leur manière, une part de cette longue et merveilleuse histoire. Au-delà des dates et des noms, nous allons chercher à comprendre l'esprit samarinais, cet esprit de résistance pacifique, d'attachement à la liberté et à la communauté. Cet esprit qui, aujourd'hui encore, anime ses habitants et fait de Saint-Marin un lieu unique sur la carte du monde. Alors, laissez-vous emporter par cette histoire, comme une feuille emportée par un doux courant. Laissez les images se former dans votre esprit, les remparts imposants du mont Titano, les sommets des Apennins baignés par le clair de lune, le silence rassurant d'une nuit paisible. Votre esprit se détend, votre corps s'apaise. Le voyage à travers le temps commence. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez vous laisser glisser doucement vers le sommeil. Alors que nous nous laissons dériver au-delà des premières lueurs de l'histoire, notre voyage commence avec la figure mythique et pourtant si réelle qui a donné son nom et son âme à cette petite république, Saint-Marin. Pour comprendre les origines de Saint-Marin, il faut se transporter au IVe siècle de notre ère, une époque de grands bouleversements pour l'Empire romain. C'est un monde où la foi chrétienne est encore une religion clandestine, souvent persécutée par le pouvoir impérial. L'empereur Dioclétien règne en maître et ses édits contre les chrétiens sont particulièrement féroces. C'est dans ce contexte troublé que notre histoire prend racine. Marin, un humble tailleur de pierre originaire de l'île de Rabe, au large des côtes de la Croatie actuelle, est un chrétien dévot. Pour échapper aux persécutions qui sévissent dans son pays natal, il traverse la mer Adriatique et trouve refuge sur la côte italienne. Il s'installe dans la ville de Rimini,
où ses compétences de maçon sont mises à contribution pour reconstruire les fortifications de la cité. Mais l'agitation de la ville, les persécutions toujours menaçantes et son désir de se rapprocher de Dieu le poussent à chercher un lieu plus paisible, plus isolé. C'est ainsi qu'il découvre le mont Titano, un imposant massif rocheux qui domine la plaine environnante. Marin y voit un sanctuaire naturel, un lieu de solitude propice à la prière et à la méditation. Il s'y installe, vivant dans une grotte, se nourrissant de ce que la nature lui offre et consacrant sa vie à son travail manuel et à sa foi. Il taille la pierre non seulement pour construire, mais aussi pour sculpter des figures religieuses, transformant son labeur en une prière permanente. Sa réputation de piété et de bonté ne tarde pas à se répandre dans la région. Les gens, attirés par la lumière qu'il dégage, viennent à lui pour écouter ses paroles de sagesse et chercher du réconfort. Marin ne se contente pas de prêcher. Il soigne les malades, console les affligés et guide ceux qui sont perdus. Sa communauté grandit, non pas par la force des armes ou l'attrait de la richesse, mais par le pouvoir de la foi et de la charité. La légende raconte qu'une riche dame de Rimini, une certaine Felicissima, frappée par la sainteté de Marin, lui fait don du mont Titano et des terres environnantes. C'est sur ce don que se fonde la communauté, qui prend le nom de son fondateur. C'est un acte de naissance unique en son genre, non pas une conquête militaire, mais un legs de générosité et de foi. À sa mort, Marin, que l'Église catholique reconnaîtra plus tard comme saint, aurait laissé un testament oral à ses disciples. Ces derniers mots, « Relinquo vos liberos abutro comine » je vous laisse libre des deux hommes, c'est-à-dire de l'empereur et du pape, sont un appel à la liberté et à l'autonomie. Ces paroles ne sont pas une simple expression d'indépendance politique, mais une philosophie de vie. Elles encouragent la communauté à se gouverner elle-même en se basant sur les valeurs de foi, de justice et de respect mutuel, loin des influences et des contraintes des grands pouvoirs de l'époque. Après la mort de Saint-Marin, la petite communauté poursuit son existence, s'organisant de manière de plus en plus formelle. Elle ne se dote pas d'un roi ou d'un seigneur, mais d'une assemblée de chefs de famille, appelée l'Arango, qui se réunit pour prendre des décisions. C'est le début d'une tradition démocratique qui sera préservée à travers les siècles. Les habitants de ce petit territoire, que l'on commence à appeler la Terra Sancti Marini, se défendent, non par la force, mais par la sagesse et la discrétion. Alors que les empires se succèdent et s'effondrent, que l'empire romain d'Occident s'effrite sous les coups des barbares, que l'Italie devient un champ de bataille entre Goths, Byzantins et Lombards, la petite communauté du mont Titano survit. Son isolement géographique, sa pauvreté relative et son absence d'ambition territoriale en font une cible peu intéressante pour les conquérants. Elle est comme une petite étoile dans la nuit qui brille sans faire de bruit. Les premiers siècles de Saint-Marin sont donc une période de formation, de consolidation de son identité. La communauté se construit sur une base religieuse et morale, avec une organisation politique rudimentaire mais efficace. Elle pose les fondations de ce qui deviendra la plus ancienne république du monde. C'est l'histoire d'un tailleur de pierre qui, en cherchant la paix pour son âme, a offert la liberté à un peuple tout entier. Alors que vous vous enfoncez un peu plus dans le sommeil, imaginez ce petit village naissant au sommet d'une montagne, ses habitants travaillant la terre et la pierre en toute tranquillité, protégés par l'héritage d'un homme de foi. Écoutez le silence de la nuit, le murmure du vent sur les remparts imaginaires. Laissez-vous bercer par cette atmosphère de calme et de sérénité, prélude à un long et profond repos. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans le sommeil, nous laissons derrière nous les origines légendaires pour aborder une période de défis concrets, le Moyen Âge. C'est un temps de châteaux forts, de seigneurs belliqueux et de guerres incessantes. Pour une petite communauté comme Saint-Marin, ce n'est pas une période de gloire, mais de survie. Elle est comme un petit rocher au milieu d'une mer agitée, tentant de ne pas être submergée par les vagues des ambitions territoriales. La petite république, perchée sur son mont, est entourée de voisins bien plus puissants. Au nord et à l'est se trouvent les seigneurs de Rimini, la puissante famille des Malatesta. Au sud et à l'ouest, les États pontificaux, le territoire du pape,
exercent une influence considérable. Ces deux puissances, souvent en conflit l'une avec l'autre, voient en Saint-Marin un point stratégique, paix, un lieu à conquérir ou du moins à soumettre à leur autorité. Mais les Saint-Marinais, fidèles à l'héritage de leurs fondateurs, ne se battent pas avec des armes, mais avec la sagesse. Leur stratégie est simple et ingénieuse, la diplomatie. Ils jouent de leur position géographique, de leur indépendance proclamée et de leur réputation de neutralité pour éviter d'être la cible de l'un ou de l'autre camp. Ils font des concessions mineures, payent des tributs symboliques, mais refusent toujours de se soumettre complètement. Ils savent que leur force ne réside pas dans la taille de leur armée, mais dans leur capacité à rester discrets et à négocier habilement. Au XIIe siècle, un événement majeur marque la naissance juridique de la République. Les documents de l'époque témoignent d'une procédure judiciaire au cours de laquelle un représentant de Saint-Marin, l'abbé Rinaldo, plaide pour l'indépendance de sa communauté face à l'évêque de Rimini. Il argue que la terre de Saint-Marin n'appartient à personne d'autre qu'aux Saint-Marinais eux-mêmes, héritiers de Saint-Marin. Ce n'est pas un combat armé, mais un combat de mots, de droits et d'arguments juridiques. Et, chose étonnante pour l'époque, il gagne. C'est une reconnaissance de fait de son autonomie, la première d'une longue série. Pour se protéger, la communauté se dote de remparts, de tours de guet, transformant le mont Titano en une forteresse naturelle. 3 tours encore visibles aujourd'hui sont construites pour protéger les habitants des attaques. Ce sont des symboles de leur résistance, des sentinelles de pierre veillant sur leur liberté. Mais leur principale défense reste leur organisation interne. Ils ont une assemblée, l'Arengo, qui est un parlement de chefs de famille, et des consuls, des magistrats chargés de faire appliquer les lois. C'est un système démocratique qui continue à fonctionner et à se perfectionner, loin des monarques et des seigneurs féodaux. À mesure que les siècles avancent, la petite république doit faire face à de nouvelles menaces. Au XVe siècle, la guerre éclate entre les Malatestas de Rimini et le pape. Saint-Marin, malgré sa neutralité, se retrouve malgré elle au cœur du conflit. Mais au lieu de prendre les armes, la République fait preuve d'une intelligence politique remarquable. Elle soutient le pape, offrant un refuge à ses troupes. En récompense, le pape lui accorde des territoires supplémentaires, augmentant ainsi sa taille et son pouvoir. C'est un moment crucial de son histoire, où la diplomatie et le courage paient. La vie quotidienne à Saint-Marin est rude mais paisible. Les Saint-Marinais vivent de l'agriculture, de l'élevage, de la taille de la pierre et de l'artisanat. Ils vivent modestement, mais en toute liberté. C'est une liberté qui n'est pas donnée, mais durement gagnée, protégée par des remparts de pierre et de détermination. La peur des invasions est toujours là, mais elle est contrebalancée par une foi inébranlable en leur droit à l'autonomie et par un sens aigu de la communauté. Alors que vous vous laissez glisser un peu plus vers un sommeil profond, imaginez les rues pavées du village médiéval, le bruit des marteaux des tailleurs de pierre, les voix des paysans travaillant la terre. Écoutez le silence de la nuit, seulement troublé par le cri d'une chouette et le murmure du vent sur les remparts. La nuit s'épaissit, les pensées se font plus rares. Vous êtes en sécurité et l'histoire continue son cours, loin de vous. Alors que vous vous enfoncez dans un sommeil plus profond, nous allons explorer le cœur battant de la République de Saint-Marin, son système politique unique. C'est un système qui s'est développé au fil des siècles, loin des modèles de monarchie ou de dictature, et qui a fait ses preuves en résistant à l'épreuve du temps. Ce système n'est pas le fruit d'une révolution soudaine, mais le résultat d'une évolution lente et prudente, façonnée par le désir de préserver la liberté et l'indépendance. Au départ, la communauté se gouvernait par un système simple, l'Arengo, une assemblée de tous les chefs de famille. C'était une forme de démocratie directe, où chaque homme libre pouvait exprimer son avis sur les questions les plus importantes. Imaginez ces rassemblements à l'ombre de la roche du mont Titano, où les décisions étaient prises après de longs débats, non pas par un seul homme, mais par l'ensemble de la communauté. Ce fut la première pierre de la République. Mais avec le temps, à mesure que la population grandissait et que les défis se complexifiaient, l'Arengo devint moins pratique. Il était difficile de réunir tout le monde et les débats pouvaient s'éterniser.
C'est ainsi que la République se dota d'une nouvelle structure, un conseil plus restreint qui pouvait agir avec plus de rapidité et d'efficacité. Ce conseil, appelé le Conseil des 60, était composé de membres élus par l'Arango. C'est le véritable corps législatif de la République, responsable de la création des lois et de la gestion des affaires de l'État. Ces membres étaient issus de l'aristocratie, des classes moyennes et des agriculteurs, assurant une représentation de toutes les couches de la société. Cependant, le Conseil des 60 avait un pouvoir qui devait être contrôlé. C'est pour cela qu'un exécutif unique fut mis en place, mais avec une particularité fascinante. Plutôt qu'un seul dirigeant, Saint-Marin choisit d'avoir 2 chefs d'État, les capitaines régents. Ils sont élus tous les 6 mois par le Conseil des 60, une tradition qui remonte à l'an 1243 et qui est encore en vigueur aujourd'hui. L'idée derrière cette courte durée de mandat et ce double pouvoir est d'éviter qu'une personne ne s'accroche au pouvoir et ne devienne un tyran. C'est un principe de précaution, une garantie contre la dictature. Les capitaines régents, qui sont toujours 2 pour éviter un pouvoir solitaire, ont des fonctions de représentation et d'exécution. Ils président le Conseil des 60, veillent à l'application des lois et représentent la République sur la scène internationale. Mais leur pouvoir est limité. Leurs actions sont surveillées de près et à la fin de leur mandat, ils doivent rendre des comptes devant le Sindacato della Reggenza, une sorte de cour de justice qui évalue leur travail. Si l'un des capitaines régents a abusé de son pouvoir, il peut être poursuivi en justice. C'est une manière ingénieuse de garantir la transparence et de préserver l'intégrité du système politique. C'est ce système qui a permis à Saint-Marin de survivre aux tempêtes du temps. Alors que les États autour d'elle étaient déchirés par des guerres de succession, des rébellions et des changements de régime, Saint-Marin est resté une république. Son isolement, son organisation politique et la détermination de son peuple à rester libre ont été ses remparts les plus solides. La République a toujours préféré la négociation à la confrontation, la prudence à l'audace et la stabilité à l'aventure. C'est un modèle de gouvernance qui peut sembler archaïque, mais qui a prouvé son efficacité. Ce soir, alors que vous vous endormez, imaginez le Conseil des 60 se réunissant dans le palais public sous les fresques qui racontent l'histoire de la République. Imaginez les 2 capitaines régents, vêtus de leur toge, prêts à servir la République pour une courte période avant de retourner à leur vie de citoyens ordinaires. C'est un tableau de dignité, d'humilité et de sagesse. Laissez cette image de gouvernance paisible et responsable bercer votre esprit. La République veille sur vous, même dans vos rêves. Poursuivons notre voyage à travers les siècles. Nous voici à l'époque de la Renaissance, une période de renouveau artistique et intellectuel, mais aussi de lutte de pouvoir féroce en Italie. Alors que des cités comme Florence et Venise deviennent des foyers de génie créatif, elles sont également le théâtre de conspirations, de guerres et d'alliances changeantes. Pour la petite République de Saint-Marin, cette période est une nouvelle épreuve, une nouvelle mer agitée à traverser. La Renaissance voit l'émergence de personnalités fortes et ambitieuses, des princes, des ducs et des papes qui rêvent de bâtir leur propre empire. L'Italie est un puzzle de petits États en constante redéfinition, et la paix n'est jamais garantie. La diplomatie devient un art sophistiqué, une partie d'échecs géante où les plus faibles peuvent être écrasés s'ils ne sont pas assez prudents. C'est dans ce contexte que Saint-Marin se trouve à nouveau confronté à son puissant voisin du Sud, les États pontificaux. En 1503, l'une des figures les plus redoutées de cette époque, César Borgia, le fils du pape Alexandre VI, mène une campagne militaire féroce pour créer un duché au centre de l'Italie. Il conquiert de nombreuses villes et se rapproche dangereusement de Saint-Marin. L'histoire aurait pu s'arrêter là pour la petite République. Borgia aurait pu l'annexer sans effort, comme il l'avait fait pour d'autres. Mais une fois de plus, la sagesse l'emporte. Les capitaines régents, fidèles à leur politique de non-agression, ouvrent leurs portes à Borgia, lui offrant une alliance formelle. Ils lui rendent les honneurs, le reçoivent avec tout le faste possible. Borgia, surpris par cette absence de résistance, se contente de cette allégeance symbolique et passe son chemin,
laissant à Saint-Marin son indépendance. La République a une fois de plus survécu en évitant la confrontation directe et en préférant la souplesse à l'entêtement. Quelques années plus tard, la menace prend un visage différent, mais tout aussi redoutable. Le pape Jules II, connu sous le nom de pape guerrier, est un homme d'action qui souhaite consolider le pouvoir des États pontificaux. Il jette son dévolu sur Saint-Marin, la considérant comme un territoire qui devrait logiquement faire partie de son domaine. En 1543, il envoie une armée pour s'emparer de la République. Mais l'histoire se répète, d'une manière inattendue. Les troupes du pape, arrivant au pied du mont Titano, sont accueillies par la pluie et le brouillard. La route est glissante, la montée est périlleuse. Un moine, un certain Fabiano, qui a un grand prestige dans la région, se fait l'avocat de la République. Il persuade le commandant des troupes pontificales qu'il serait plus sage de ne pas risquer une confrontation inutile et que la population locale n'accepterait pas la domination sans résistance. Le commandant, découragé par les conditions météorologiques et les arguments du moine, décide de battre en retraite sans verser une seule goutte de sang. Ces deux épisodes, avec César Borgia et le pape Jules II, sont des moments clés de l'histoire de Saint-Marin. Ils démontrent que la République ne survit pas par la force de ses armes, mais par la force de sa réputation, sa diplomatie et même parfois un coup de chance. Les Saint-Marinais ont appris à naviguer entre les puissants, à s'adapter et à rester discrets, sans jamais renoncer à leur idéal de liberté. C'est aussi à cette époque que la culture de Saint-Marin s'épanouit. L'architecture s'enrichit de nouvelles influences et les rues de la capitale se parent de palais et d'églises. La République, bien que petite, est un foyer d'activité, de commerce et d'artisanat. Elle est une oasis de calme et de stabilité dans une Italie en constante mutation. Laissez ces images de petits États qui résistent aux grands empires s'estomper doucement dans votre esprit. Imaginez les rues de Saint-Marin au clair de lune, les remparts silencieux, les ombres des personnages qui ont fait l'histoire. Vous glissez doucement vers le sommeil, emporté par le courant apaisant de l'histoire. Nous arrivons à une période de bouleversement majeur, une époque où les idées de liberté, d'égalité et de fraternité secouent l'Europe entière. C'est le temps des Lumières, de la Révolution française et de l'Empire napoléonien. Pour une petite république comme Saint-Marin, fondée sur ces mêmes idéaux, cette période aurait pu être un moment de reconnaissance et de gloire. Mais elle fut, en réalité, l'une des plus grandes menaces pour son existence. Alors que les idées de Voltaire et de Rousseau se répandent, le monde change. Les rois et les empereurs sont contestés. En France, la Révolution éclate et la guerre se propage sur tout le continent. Un jeune général corse, Napoléon Bonaparte, émerge de ce chaos et se lance à la conquête de l'Italie. Il balaye les anciennes principautés, renverse les monarchies et redessine la carte de l'Europe. C'est un moment de grande incertitude pour Saint-Marin. La rencontre entre Napoléon et Saint-Marin est un épisode fascinant. En 1787, les troupes françaises progressent en Italie et atteignent les portes de la République. Les Saint-Marinais, comme à leur habitude, ne se préparent pas à la guerre, mais à la diplomatie. Ils envoient une délégation pour rencontrer Napoléon. Le général, impressionné par la longévité de cette petite république et par ses idéaux de liberté, la respecte et la protège. Napoléon, dans un geste de grande générosité, propose d'étendre le territoire de Saint-Marin pour qu'elle puisse accueillir plus de population et prospérer. Il offre également des cadeaux, dont des canons, pour qu'elle puisse se défendre. C'est une offre inattendue qui aurait pu changer le destin de la République. Mais une fois de plus, les Saint-Marinais font preuve d'une sagesse surprenante. Ils refusent poliment les cadeaux de l'empereur. Ils savent qu'accepter de l'aide de Napoléon serait s'impliquer dans ces guerres et mettre en danger leur précieuse neutralité. Accepter plus de territoire serait une ambition contraire à l'esprit de leur fondateur, Saint-Marin. Ils préfèrent la modestie et la sécurité à l'agrandissement et au danger. Cet épisode est l'un des plus illustratifs de l'esprit saint-marinais. Il montre une fois de plus que leur force réside dans leur humilité et leur capacité à dire non aux grandes puissances. Ils préfèrent rester petits et libres plutôt que grands et dépendants. La République de Saint-Marin a survécu à Napoléon,
alors que de nombreux empires sont tombés. Après la chute de Napoléon, le Congrès de Vienne redéfinit les frontières de l'Europe. La question de l'existence de la petite république se pose à nouveau. Mais la réputation de Saint-Marin, son histoire et le respect qu'elle a suscité auprès de personnalités comme Napoléon lui permettent d'être reconnue et de conserver son indépendance. La République est un anachronisme, une survivante du passé, mais c'est un anachronisme que personne ne souhaite effacer. La vie quotidienne à Saint-Marin pendant cette période est en grande partie épargnée par les turbulences de l'Europe. Les habitants continuent à cultiver leurs terres, à élever leur bétail et à vivre selon leurs traditions. Les idées des Lumières influencent doucement les institutions, mais la structure républicaine reste inchangée. L'histoire de Saint-Marin n'est pas une histoire de révolution, mais une histoire de continuité et de résilience. Laissez ces images de l'Europe en feu s'éloigner dans le lointain et concentrez-vous sur cette petite enclave de paix et de sagesse. Le silence de la nuit s'installe, apaisant les derniers échos des tambours de guerre. Vous êtes en paix. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez vous endormir. Alors que vous vous laissez glisser un peu plus loin dans le sommeil, nous arrivons à un autre grand tournant de l'histoire européenne. L'unification italienne. Au milieu du XIXe siècle, l'Italie n'est pas encore un pays unique, mais un ensemble de duchés, de royaumes et d'États. Des figures comme Giuseppe Garibaldi et le roi Victor Emmanuel II émergent porteurs d'un rêve, unir la péninsule sous un seul drapeau. C'est un mouvement patriotique, le Risorgimento, qui va balayer les anciennes frontières et créer un nouvel État. Et une fois de plus, la petite république de Saint-Marin va se retrouver face à un voisin géant en pleine mutation. Le Risorgimento représente à la fois une opportunité et une menace pour Saint-Marin. D'un côté, les idées d'unité et de liberté qui animent les patriotes italiens résonnent avec les valeurs de la République. De l'autre, la création d'un grand État italien pose la question de l'existence même de Saint-Marin. Pourquoi un petit État indépendant devrait-il continuer d'exister au cœur du nouveau royaume d'Italie? La relation entre Saint-Marin et les révolutionnaires italiens est une histoire de respect mutuel. Giuseppe Garibaldi, le grand héros de l'unification, trouve refuge à Saint-Marin en 1849, après l'échec de la République romaine. Poursuivi par les armées autrichiennes et françaises, il est accueilli par la République qui lui offre asile et protection. Garibaldi, reconnaissant, respecte l'indépendance de Saint-Marin et promet de ne pas la compromettre. Cet épisode cimente une relation de confiance et d'amitié entre la République et les pères fondateurs de l'Italie. Lorsque l'Italie est unifiée en 1871, la question de Saint-Marin est à l'ordre du jour. Le nouveau gouvernement italien pourrait facilement l'annexer. Mais la réputation de la République, son histoire de liberté et son aide à Garibaldi jouent en sa faveur. L'Italie, loin de la conquérir, respecte son indépendance. En 1872, un traité d'amitié est signé entre le nouveau royaume d'Italie et la République de Saint-Marin. C'est un document historique qui reconnaît formellement la souveraineté de Saint-Marin et établit une relation de bon voisinage et de coopération. Ce traité garantit que l'Italie ne tentera jamais de s'emparer de Saint-Marin et que la République, en échange, ne se livrera à aucune action hostile contre l'Italie. C'est un accord qui repose sur la confiance et le respect, et non sur la force. C'est un exemple unique de coexistence pacifique entre un petit État et un grand, montrant que même les petites nations peuvent avoir un rôle à jouer sur la scène internationale. La vie quotidienne à Saint-Marin continue son cours, loin de l'agitation des grandes villes italiennes. Les habitants sont fiers de leur indépendance, mais aussi de leur lien avec l'Italie. Ils se sentent à la fois samarinais et italiens dans leur culture, leur langue et leurs traditions. La République est un carrefour, un lieu où l'identité locale et l'identité nationale italienne se rencontrent et coexistent sans conflit. Alors que les frontières de l'Europe se stabilisent, Saint-Marin reste un petit point sur la carte, mais un point qui a une histoire immense. C'est une histoire de survie, de diplomatie et de détermination. C'est l'histoire d'un peuple qui, face au changement, a su rester fidèle à ses principes. Laissez-vous bercer par cette pensée. Imaginez le drapeau blanc et bleu de Saint-Marin flottant paisiblement sur les remparts, à côté du drapeau italien.
C'est une image de paix, de respect mutuel et d'amitié. La nuit continue de s'épaissir, et vous vous endormez dans un calme profond, protégé par le souffle de l'histoire. Alors que nous nous laissons emporter par les courants plus lents et plus profonds du sommeil, notre récit nous mène à l'un des chapitres les plus sombres et les plus violents de l'histoire humaine, les guerres mondiales. Le XXe siècle est une période de conflit à une échelle jamais vue, et pour une petite république désarmée comme Saint-Marin, c'est une nouvelle épreuve. Son histoire de neutralité et de paix va être mise à rude épreuve, mais une fois de plus, elle va s'en sortir, non sans égratignure, mais avec son indépendance intacte. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Italie choisit de s'allier avec l'entente contre l'Empire austro-hongrois et l'Allemagne. Saint-Marin, en raison de son traité d'amitié et de sa position géographique, se retrouve dans une position délicate. Elle est officiellement neutre, mais sa population est italophone et beaucoup de Samarinais se sentent solidaires de leurs voisins. Un petit nombre de volontaires samarinais s'engagent dans l'armée italienne, un geste symbolique qui montre leur attachement à la cause italienne. Mais la République elle-même reste en dehors du conflit, une oasis de paix dans un continent en guerre. Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que la neutralité de Saint-Marin est véritablement testée. L'Italie, sous le régime fasciste de Mussolini, s'allie avec l'Allemagne nazie. Saint-Marin, encerclée par l'Italie, est à la fois vulnérable et stratégiquement importante. En 1940, la République déclare sa neutralité, une déclaration qui est acceptée par les Alliés et l'Axe. Les Samarinais espèrent que leur position de paix, qui a fonctionné si bien dans le passé, les protégera une fois de plus. Pendant les premières années de la guerre, Saint-Marin est relativement épargné. La vie quotidienne continue, même si elle est marquée par la pénurie et l'incertitude. Cependant, la situation se dégrade en 1943, après l'effondrement du régime de Mussolini et la libération de l'Italie par les Alliés. Les forces allemandes occupent le nord de l'Italie et font de la région un front de bataille. Saint-Marin, avec son mont Titano qui offre une vue imprenable sur la plaine, devient une position stratégique convoitée. Malgré sa neutralité, la petite république est bombardée par les forces alliées en juin 1944. Les Alliés pensent à tort que les forces allemandes ont installé des positions d'artillerie sur le mont Titano. Le bombardement fait de nombreux morts et détruit une partie de la cité. C'est un événement tragique, un rappel brutal que même la neutralité ne peut pas toujours protéger des horreurs de la guerre. Après le bombardement, Saint-Marin devient un refuge. Le gouvernement déclare le pays zone de non-agression et offre l'asile à des milliers de civils italiens fuyant les combats. Dans une république d'à peine 15 000 habitants, plus de 100 000 réfugiés affluent, trouvant un abri dans les grottes, les églises et les maisons. La population samarinaise, malgré les pénuries, partage ce qu'elle a avec les réfugiés, faisant preuve d'une solidarité et d'une compassion extraordinaire. En septembre 1944, les forces allemandes et britanniques se battent sur le territoire de Saint-Marin, transformant un temps la République en champ de bataille. Mais les combats sont de courte durée, et une fois de plus, Saint-Marin survit. À la fin de la guerre, son indépendance est reconnue, et elle peut commencer à panser ses plaies. C'est une période de larmes, de courage et de dignité. Saint-Marin n'a pas survécu grâce à la force militaire, mais grâce à la force de son esprit. Son rôle de refuge pour les civils et son attachement inébranlable à la paix et à la neutralité lui ont valu le respect de la communauté internationale. Alors que les himères s'éloignent dans votre esprit, laissez place à une sensation de quiétude. Le silence apaisant de la nuit remplace les bruits de la bataille. Vous êtes en paix et le sommeil vous enveloppe de sa douceur. Notre voyage historique nous amène maintenant à l'après-guerre. C'est une période de reconstruction, mais aussi de nouvelles tensions avec le début de la guerre froide. Saint-Marin, après avoir survécu au bombardement et à l'occupation, se retrouve face à un nouveau défi, un défi idéologique. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est divisée. D'un côté, le bloc de l'Ouest, capitaliste et démocratique, de l'autre, le bloc de l'Est, communiste et sous l'influence soviétique. L'Italie est un pays à la fois démocratique
est très fortement influencée par un puissant parti communiste. Et chose unique dans l'histoire européenne, Saint-Marin va connaître une expérience politique tout à fait singulière. En 1945, des élections libres se tiennent à Saint-Marin. Une coalition de partis de gauche, le Parti communiste samarinais et le Parti socialiste samarinais, remportent la majorité. C'est le début d'un gouvernement d'union nationale qui va durer plus de 10 ans. C'est une situation qui fait de Saint-Marin un cas unique, une république démocratique, la plus ancienne du monde, dirigée par une coalition de partis communistes et socialistes, et cela juste à côté de l'Italie qui fait partie du bloc de l'Ouest. Le gouvernement de gauche de Saint-Marin n'est pas un gouvernement totalitaire. Les élections sont libres, la liberté de la presse est respectée et la démocratie est préservée. Le gouvernement met en place des politiques sociales, des réformes agraires et améliore les conditions de vie de la population. L'économie se relève lentement de la guerre et le tourisme commence à devenir une source de revenus de plus en plus importante. Cette situation, bien sûr, ne plaît pas aux voisins de la République, ni à certains des pays occidentaux. L'Italie et les États-Unis craignent que Saint-Marin ne devienne une sorte de bastion communiste au cœur de l'Europe occidentale. En 1957, une crise éclate. La coalition de gauche perd sa majorité au Parlement à cause de défections de certains membres. L'opposition, soutenue par l'Italie, prend le pouvoir. C'est une crise constitutionnelle car le gouvernement en place refuse de démissionner. Pendant plusieurs semaines, Saint-Marin a 2 gouvernements. Finalement, la situation est résolue pacifiquement. Le gouvernement de gauche cède et de nouvelles élections ont lieu. C'est un épisode qui montre une fois de plus la résilience de la démocratie samarinaise. Même face à des tensions internationales et des crises internes, la République a su préserver son système constitutionnel et éviter la violence. La vie quotidienne à Saint-Marin reprend un cours plus calme. La République continue à développer son économie, notamment grâce au tourisme, attirant des millions de visiteurs chaque année, curieux de découvrir cette cité médiévale et cette histoire hors du commun. Saint-Marin devient aussi un paradis pour les collectionneurs de timbres, avec ses timbres-poste qui sont réputés dans le monde entier. Alors que l'histoire du XXe siècle se poursuit, Saint-Marin reste un symbole de paix, de démocratie et de liberté. Son histoire est la preuve qu'il est possible de survivre aux grands empires, aux guerres et aux idéologies, en restant fidèle à ses propres principes. C'est une leçon d'humilité et de sagesse, qui nous enseigne que la véritable force ne se mesure pas à la taille de l'armée, mais à la solidité des valeurs. Laissez ces réflexions se dissoudre doucement dans votre esprit. Le sommeil vous enveloppe maintenant complètement. Vous êtes en paix. Les bruits du monde s'éloignent et vous glissez dans un sommeil profond et réparateur. Nous arrivons à la fin de notre voyage, à l'aube du XXIe siècle, pour comprendre l'héritage et la vie quotidienne dans la plus ancienne république du monde. Après des siècles de survie, de diplomatie et de résilience, Saint-Marin n'est plus un simple point sur la carte, mais un symbole de liberté, de paix et de continuité historique. La Saint-Marin d'aujourd'hui est un pays prospère. Son économie repose sur le tourisme, la finance et la fabrication de produits locaux. Des millions de touristes viennent chaque année pour découvrir ses rues médiévales, ses châteaux impressionnants et ses vues panoramiques sur la côte adriatique. La République a su capitaliser sur son histoire unique pour attirer des visiteurs du monde entier, curieux de voir de leurs propres yeux cet État qui a survécu à tous les empires. Le système politique de Saint-Marin est toujours le même. Le Conseil des 60, élu pour 5 ans, est le Parlement du pays. Les 2 capitaines-régents sont toujours élus tous les 6 mois, une tradition qui est maintenue avec fierté. Ce système, qui peut sembler désuet, est en réalité un pilier de la stabilité et de l'intégrité de la République. Il assure une rotation du pouvoir et empêche la concentration de l'autorité entre les mains d'un seul homme. La République est un membre actif de la communauté internationale. Elle est membre des Nations Unies, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales. Elle a établi des relations diplomatiques avec de nombreux pays, toujours avec le même esprit de neutralité et de paix qui a marqué son histoire. En 2008,
l'ensemble du centre historique de Saint-Marin, ainsi que le Mont Titano, a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, une reconnaissance de sa valeur culturelle et historique exceptionnelle. Mais au-delà des institutions et de l'économie, ce qui définit la Saint-Marin d'aujourd'hui, c'est l'esprit samarinais, un esprit de modestie, de travail, de sens de la communauté. Les Samarinais sont fiers de leur histoire, mais ils ne sont pas arrogants. Ils sont fiers de leur liberté, mais ils ne la considèrent pas comme acquise. Ils se souviennent des leçons du passé, des défis qu'ils ont dû relever, et cela les rend humbles et résilients. La vie quotidienne à Saint-Marin est paisible. Les familles se promènent le soir dans les rues de la cité, les enfants jouent dans les places et les cloches des églises résonnent dans la vallée. C'est un lieu où l'histoire n'est pas enfermée dans des musées, mais où elle est vécue au quotidien, dans l'architecture, les traditions et les valeurs du peuple. Notre voyage à travers l'histoire de Saint-Marin touche à sa fin. Nous avons vu comment un simple tailleur de pierre a fondé une communauté qui est devenue une république. Nous avons vu comment cette république a traversé les tempêtes du Moyen Âge, les ambitions de la Renaissance, les bouleversements de Napoléon et les horreurs des guerres mondiales. Son histoire n'est pas une histoire de conquête et de grands faits d'armes, mais une histoire de survie, de sagesse et de dignité. C'est une histoire qui nous enseigne que la grandeur d'un pays ne se mesure pas à sa taille, mais à la force de ses idéaux. Le silence de la nuit est maintenant total. Les dernières images de Saint-Marin s'estompent doucement dans votre esprit. La cité médiévale perchée sur son rocher, les remparts éclairés par la lune, le calme de la nuit. Vous avez voyagé loin, à travers les siècles. Vous pouvez maintenant vous reposer en paix, bercé par le murmure de l'histoire. Bon repos, doux rêve.